doivent trouver des réponses au niveau scientifique. Et ça peut nous aider parce qu'ils sont déjà aussi en avance. Ils comprennent cela. Alors, vous savez, comme d'habitude, nous avons toujours l'habitude vraiment de nous ressourcer à la source. Notre bien-aimé, le professeur docteur Hippolyte Chimba, lui, qui dispense des cours au niveau de la faculté des sciences à l'université de Kisangani. Bonjour, prof. Bonjour, monsieur le journaliste. Professeur, vraiment, il ne faut pas nous fatiguer. Il ne faut pas dire non, c'est trop. Il y a des gens qui commencent à se poser des questions et disent non, perturbation climatique, changement climatique, c'est un produit de l'imagination, c'est de l'utopie. Alors, nous, ça commence à nous inquiéter. Lorsque les gens disent que non, c'est un produit de l'imagination, ce sont des faux fouillards, il n'y a rien, la nature existera toujours. Mais lorsque nous voyons le cas des lacs Tchad, lorsque nous visitons les pays de l'Afrique de l'Ouest, lorsque nous visitons le Bas-Congo, lorsque nous visitons Baoui, à 23 km de Kisangani, c'est une réalité. Eh bien, monsieur le professeur, est-ce que c'est une utopie, le mot là que nous attendons, changement climatique et perturbation climatique? À vous la parole, monsieur. Merci, monsieur le journaliste. Je pense que ceux qui disent que le changement climatique est une utopie sont en train de tomber dans une grande erreur. Le changement climatique est réellement une réalité. Parce que si c'était une utopie, nous n'allions pas déplorer certaines circonstances dangereuses que sont en train de vivre certaines communautés, certains pays qui nous entourent. Vous venez bien de parler du lac Tchad. Je pense, même si nous tous nous ne voyageons pas au Tchad, mais nous savons suivre la télévision. Bien sûr, il y a certains qui voyagent aussi, qui survolent ces lacs et ils en comprennent quelque chose. Si un lac qui existait aujourd'hui, il perd plus de la moitié de son étendue, il y a de quoi croire que le changement climatique est une réalité. Et si on regarde en Afrique du Nord, et même aussi au Zimbabwe, juste non loin de nous, l'Afrique de l'Ouest, il y a des situations très calamiteuses. Les rendements des récoltes a sensiblement baissé. Ils font des années entières sans pluie et ils ne produisent plus rien et la famine s'est déclenchée dans tous ces pays. Et tout ça, c'est le changement climatique qui est responsable. Donc on ne peut pas aujourd'hui dire au Congo, même si nous avons la chance d'avoir encore des lambeaux de forêts non détruits, et dire que le changement climatique est un mensonge, non? Nous devons nous servir de ces exemples-là pour prévenir que cela ne nous atteigne. Parce que comme eux ont été distraits, ils ont décimé toutes leurs forêts et maintenant ils subissent ce changement climatique. Nous aussi, ça peut nous arriver si nous ne prenons pas d'avance une attention particulière. Merci, professeur, parce que vous nous avez amené dernièrement ici. On a fait 3 jours à Baoui. C'est dans le secteur Bamanga, donc dans les territoires de Banadia. Mais il y a des situations très vraiment inquiétantes là-bas. Alors, d'après vous, vous êtes chercheur, quelle est la solution pratique pour lutter contre ces fléaux, ces défis qui dépassent même le sida? Parce que le sida, on peut attraper le produit. Ebola, on peut attraper le produit. Mais quelle est alors les mesures préventives à prendre avant que nous soyons rattrapés par les changements climatiques? Pour faire face à ce changement climatique, maintenant nous devons d'abord l'accepter dans un premier temps parce qu'il est déjà là. Lorsqu'il est déjà là, nous devons d'abord chercher à nous adapter. Parce qu'il ne faut pas qu'on accepte de mourir parce qu'on est face au changement climatique. On doit créer des mesures d'adaptation. Deuxièmement, nous allons tout faire pour que ce changement ne puisse pas évoluer. Nous devons les contrecarrer. Chercher à les diminuer progressivement jusqu'à ce que, peut-être même si nous serons déjà morts, que nos enfants puissent retrouver la situation dans laquelle nos grands-parents avaient vécu. Donc nous devons chercher des méthodes atténuantes. Aujourd'hui, nous connaissons tous que l'arbre, c'est lui le grand tampon. C'est lui qui séquestre ces gaz à effet de serre qui sont en train de réchauffer la température, le climat. Donc, au lieu de détruire d'une façon aveugle toutes nos forêts,
on doit prendre conscience qu'elle risque de disparaître comme celle de nos collègues. Et à ce moment-là, le changement climatique, le réchauffement doit continuer. Mais si chacun là où il est, en commençant par nos parcelles, nous prenons la conscience de planter des arbres et tous les espaces vides qui sont déboisés, nous y insérons des arbres qui vont grandir pour combler tous ces trous-là, je pense qu'au fil du temps, on va atténuer ce réchauffement climatique. Et je pense que c'est la grande solution. Quand bien même dans certains pays développés, il y a d'autres solutions, notamment diminuer les émissions de gaz à effet de serre. Nous, par exemple, à Kisangani, nous n'avons pas encore atteint cette phase déplorable des émissions assez élevées de gaz à effet de serre. Nos productions sont encore minimisables par rapport aux couverts forestiers que nous avons. Ces couverts peuvent encore atténuer tout ce que nos motos, nos véhicules produisent. Mais au moins, la grande partie, c'est que nous prenions conscience de ne pas détruire ce qui nous reste et de continuer à reboiser les forêts dégradées. À ce moment-là, nous combattrons progressivement ce réchauffement climatique. Professeur, je suis toujours sur ma soif. Pourquoi, monsieur le professeur, les gens qui habitent le Nord, les Occidentaux, tout ce monde-là, s'époumonnent des conférences et des conférences. Dernièrement, ils étaient à Paris. Je crois dans quelques jours, ici, quelques mois, ils seront encore au niveau du Maroc. Pourquoi ils sont derrière ça? Qu'est-ce qu'ils ont vu? Qu'est-ce qu'ils ont remarqué? Pourquoi ils tremblent? Mais pourquoi nous, les concernés, qui sont la cible de ces changements climatiques, nous ne nous tracassons pas plus qu'eux? Pourquoi ils sont derrière ça, monsieur le professeur? Vous voyez que chaque jour, dans toutes les universités du monde, il y a des recherches qui se font dans différents domaines. Il y a des recherches sur le climat. Il est connu de tout le monde que le climat est en train de changer depuis quelques décennies. Alors cette situation amène à l'homme des menaces sur sa vie, des menaces sur sa santé. Alors pour éviter que nous connaissions une catastrophe humaine qui va peut-être entraîner la disparition de beaucoup de pays sur le globe, c'est comme ça qu'il y a des réunions chaque année, des conscientisations. Parce qu'en grande partie, les pertes que nous connaissons sur le plan de la biodiversité ont des responsables. Et ces responsables, c'est toujours les superpuissants. Alors, lorsqu'il n'y a pas une prise de conscience, ils vont continuer à détruire, et un jour, tous les écosystèmes seront anéantis. Alors, les pays du Nord, qui avaient aussi des écosystèmes forestiers comme nous, lorsqu'ils se sont rendus compte que les calamités qu'ils sont en train de connaître sont dues au fait qu'ils avaient détruit ces écosystèmes, nous préviennent, nous, de ne pas faire la même chose et arriver à commettre les pires. Parce que nos forêts que nous gardons aujourd'hui ne sont pas utiles qu'à nous. Lorsque les gaz, lorsque l'air se promène, n'a pas de barrière, que ça c'est le Congo, ça c'est l'Angola, non. Ça va en toute direction. C'est comme ça que les gaz à effet de serre qui sont produits dans certains pays sont atténués par nos forêts, sont séquestrés. Alors, c'est comme ça que tous les pays nous aident. Parce qu'actuellement, partout au monde, nous n'avons que 3 blocs forestiers. À part la forêt d'Amazonie au Brésil, la deuxième c'est la nôtre, et la troisième c'est la forêt du sud-ouest asiatique. Donc, partout dans le monde, il n'existe plus que des petits lambeaux de forêt. C'est comme ça qu'il y a vraiment une motivation du monde entier pour que la mégestion des forêts puisse cesser et que tout le monde prenne conscience que nous devons nous arrêter là et continuer à reconstituer ce qu'on a commis comme dégâts afin qu'on évite des situations dangereuses. Monsieur le professeur, nous allons doucement atterrir, mais monsieur le professeur, il y a un sérieux problème à Baoui. On a été dernièrement là-bas dans le secteur de Bamanga. On voit vraiment que la forêt déjà tend à disparaître.
alors nous ne faisons rien. Vous, en tant que chercheur, parce qu'il faut, moi je trouve qu'il faut associer les universités. Parce que les universités sont en avance. C'est vous qui nous avez amené la RTNC. RTNC, venez voir la réalité, ce qui se passe dans notre province de la Tchopo. Et là, c'était encore la province orientale, la grande province orientale. Et aujourd'hui, c'est démembré. Alors, vous, en tant que chercheur, quelles sont, alors concrètement, des mesures concrètes pour proposer à l'autorité politique, pour proposer au monde des affaires, que nous ne soyons pas grillés un jour ou bien emportés par des inondations ou bien des calamités naturelles. Merci. Nous regrettons que la situation des Baoui soit arrivée là où elle est, alors que nous, scientifiques, nous étions là pour tirer la sonnette d'alarme. La situation étant telle qu'elle est, nous sommes dans une zone forestière où nous pouvons facilement trouver les plantes pour reboiser la partie consumée des Baoui. Ce qui reste à faire maintenant, c'est l'introduction de nouvelles plantes pour reconstituer ce qui est disparu. Il suffit tout simplement de passer au reboisement. Maintenant, avec ce reboisement, on ne va pas le faire avec n'importe quelle plante. Parce que si on prend n'importe quelle plante de la forêt, on peut faire encore 50, 100 ans sans voir les couverts forestiers se reconstituer. Il revient ici de chercher les espèces à croissance rapide qu'on va injecter dans ces zones autrefois forestières qui sont devenues savanicoles. Et je pense qu'au bout de 2-3 ans, il y a des espèces qu'on peut planter et 2 ans après, elles atteignent 15 mètres, 20 mètres de hauteur. Je pense qu'on n'a qu'à recenser la liste de ces espèces et les réintroduire à Baoui. Parce que cette population qui est là a besoin aussi du charbon pour préparer la nourriture ou du bois de chauffe. Maintenant, toute cette concession est transformée en savane. Et je pense qu'on ne doit pas les abandonner à leur triste sort. Voilà la première préoccupation qui est là. Donc, vous, en tant que journaliste, pouvez faire la sonnette d'alarme, crier auprès des partenaires financiers. Peut-être ça rencontrera une oreille attentive qui peut donner des moyens. Il y a des compétences des agronomes, des botanistes qui peuvent sélectionner toutes ces espèces-là et les mettre à profit pour reboiser ces zones déforestées. Nous n'allons pas terminer ainsi, monsieur le professeur, parce que nous avons des sociétés qui se disent ici forestières. Et moi, je les appelle, ce sont des scieries semi-industrielles. C'est comme les scieries artisanaux, des scieries artisanales. Alors, on ne transforme pas les bois ici. On ne sait que scier, on amène tout. Et lorsqu'on amène tous ces produits vers le nord, lorsque ça nous revient, mais c'est à un prix exorbitant. Et de telles sociétés travaillent chez nous en République démocratique du Congo. Ils disent qu'ils sont en train de reboiser, de tout faire ça. Et il n'aurait été pas souhaitable, monsieur le professeur, qu'il y ait un comité de suivi, que les hommes de sciences soient impliqués, que les techniciens soient dedans pour essayer de voir si réellement on est en train de s'aimer et quelles espèces. Est-ce que le comité de suivi pour la maintenance ne pourra pas aussi être une clé de réussite pour barrer à ces défis-là cette calamité que nous appelons le changement climatique? Je pense que toutes les sociétés forestières qui viennent ont des contrats avec le gouvernement. Et lorsque le gouvernement vend une concession forestière à une société, il y a un cahier de charges que cette société doit remplir. Et je pense, parmi ces exigences, il y a les reboisements. Alors je ne pense pas que cela est dans les attributions de nous les scientifiques, parce que le gouvernement lui-même a ces gens qui sont derrière ces sociétés. Mais reste à savoir s'il y a une efficacité dans ces suivis-là. Je pense que l'environnement provincial doit avoir une brigade forestière qui, de temps à autre, doit accompagner ces sociétés pour voir si ils respectent les cahiers des charges ou ne les respectent pas. Mais sinon, on ne doit pas regretter que les sociétés exploitent sans reboiser, parce que cela est inclus dans le cahier des charges. J'espère qu'ils les font. Mais je n'ai jamais tiré attention, visité la concession forestière
X ou Y pour examiner si ça s'est fait, mais je sais tout simplement que cela est pris en compte dans les exigences que les gouvernements réclament à ces sociétés forestières. Monsieur le professeur, le dernier mot, ça sera sur ce que vous avez comme sentiment, parce qu'il y a des pays qui n'ont pas encore signé les accords, qui hésitent encore. Votre sentiment, s'il y a des pays, surtout les grands pays, même les États-Unis, on ne peut pas avoir crainte de citer ça. Ils disent non, on va voir sous réserve. Nous irons au Maroc, à Marrakech, nous irons là-bas pour aller voir ça. Vous, en tant que scientifique, quels sont les sentiments qui vous animent lorsque des grands pays puissants hésitent encore de signer les accords, ces accords? Merci. Je pense que nous devons toujours multiplier les sommets sur les climats. Si vous vous rendez bien compte, c'est déjà autour des années 80-90 qu'on a commencé les sommets de la Terre. On est allé dans plusieurs pays du monde. Dans un premier temps, beaucoup n'acceptaient pas de souscrire à ces décisions tendant à minimiser les émissions de gaz à effet de serre. Mais au fur et à mesure, on se rend compte, parce qu'au début, beaucoup pensaient, comme vous me l'aviez posé au début de l'émission, que certaines personnes croient que le réchauffement climatique, c'est une utopie. Mais aujourd'hui, tout le monde est d'accord que le réchauffement climatique n'est plus naturel, celui-ci est lié à l'action de l'homme. Alors, on voit maintenant progressivement beaucoup de pays qui autrefois hésitaient de signer, aujourd'hui ils sont d'accord de souscrire. Bon, la lenteur, on la comprend. Lorsqu'on produisait beaucoup pour gagner beaucoup d'argent, maintenant on doit diminuer et ne plus faire entrer beaucoup d'argent. Ça fait mal, mais lorsqu'on veut vivre longtemps, on doit accepter de signer. Soit on refuse de signer pour accepter de mourir demain. Alors, on a été à la COP 21 en France, maintenant c'est COP 22 au Maroc. En France, il y a eu beaucoup de décisions qui ont été arrêtées parce qu'on s'est rendu compte que dans ce réchauffement climatique, c'est plus nous les pays du Sud qui souffrons. Tout simplement parce que tout ce qu'on émet comme émissions viennent atterrir chez nous au Sud. C'est comme ça qu'on a décidé qu'on doit dédommager aussi les pays du Sud qui ne produisent pas assez d'émissions de gaz à effet de serre, mais qui subissent des conséquences. Alors, on a arrêté plusieurs décisions, entre autres, chercher à alimenter les sites en énergie nouvelle et renouvelable. Alors, tout ça, ce sont des décisions qui seront développées aussi au Maroc. Nous avons vu même la ministre française de l'environnement qui est venue même au Congo. On ne sait pas ce qui a été arrêté, mais un jour, nous souhaiterions voir que le Congo a bénéficié aussi de quelque chose suite à ces forêts qui émettent, qui retiennent, qui séquestrent les gaz à effet de serre qui viennent d'autres pays. Alors ça va nous arranger aussi. Je peux considérer ça, prof, comme votre première conclusion de cette émission. Absolument. Merci. C'est bon. Et ce que vous souhaitez, la RTNC, je vous ai très reconnaissant. Merci. Vraiment, C'est monsieur moi le qui vous professeur, soyez remercie. toujours très disponible à la RTNC car c'est une chaîne qui est bien suivie actuellement. Merci aussi longtemps qu'on est en vie à Kisangani. On est